Mvondo Ayolo. Un portrait de saint au milieu de la tempête. Introduction. Il y a des textes qui informent et des textes qui interrogent, simplement par leur existence même. Une situation interpelle, ces derniers jours, les observateurs attentifs de la présidence camerounaise. Au moment précis où le directeur du cabinet civil fait l'objet de critiques publiques inédites, un portrait particulièrement élogieux de cet homme circule, le présentant comme l'un des meilleurs à avoir jamais occupé ce poste. Coïncidence de calendrier ou réponse organisée à une controverse naissante. La question mérite d'être posée avant même d'entrer dans le contenu de ce texte. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Commençons par ce qui est vérifiable. Samuel Mvondo Ayolo occupe, depuis 2018, le poste de directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Avant cette nomination, il a exercé la fonction d'ambassadeur du Cameroun en France, un poste diplomatique de premier plan qu'il a placé au cœur des relations bilatérales entre les deux pays pendant plusieurs années. Ce sont des éléments biographiques établis, qui ne prêtent pas à controverse. Ce qui est également vérifiable, c'est le contexte dans lequel s'inscrit ce texte particulièrement flatteur. Le directeur du cabinet civil a fait l'objet, ces dernières semaines, de critiques publiques relayées par plusieurs sources, notamment dans le cadre de ce qui est désigné comme l'affaire du faux décret, ainsi que dans le sillage de déclarations attribuées au capitaine Effoudou. Ces controverses, dont nous avons eu l'occasion de traiter dans de précédents décryptages, ont installé un climat de suspicion autour de plusieurs figures du sommet de l'État, dont celle de Samuel Mvondo Ayolo lui-même. C'est dans ce climat précis qu'intervient un texte signé par Franck Duclerbille, présenté comme directeur de publication d'un média dénommé La Tribune Bilingue, dressant un portrait extrêmement élogieux du directeur du cabinet civil. Voilà pour le cadre factuel. Reste à examiner, avec la distance nécessaire, la nature et la portée de ce texte. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, donc, un texte qui décrit Samuel Mvondo Ayolo comme un homme de consensus, méthodique et discret, dont la loyauté envers le président Paul Biya serait sans faille, et dont l'action à la tête du cabinet civil aurait transformé cette institution en un véritable moteur de l'action présidentielle. Le texte va jusqu'à le qualifier de meilleur directeur de cabinet civil que le Cameroun ait connu, insistant sur sa rigueur managériale, son sens de l'écoute et son attachement à une gouvernance qu'il présente comme vertueuse et efficace. De l'autre côté, des critiques distinctes, portées par d'autres voix ces dernières semaines, qui interrogent au contraire certaines pratiques attribuées au même cabinet, dans le cadre de dossiers sensibles encore non tranchés. Deux récits, donc, qui coexistent au même moment, autour de la même personnalité, sans qu'aucun des deux ne puisse, en l'état, être présenté comme la vérité définitive. Faut-il y voir un hasard de calendrier? Ou plutôt l'expression d'une bataille de communication, où chaque camp chercherait à imposer sa propre lecture d'une même fonction institutionnelle? Cette question, légitime, ne trouve pas de réponse évidente dans le texte lui-même, qui ne mentionne les critiques en cours que de manière incidente, pour mieux s'en démarquer par contraste. Un procédé qui, en soi, mérite d'être souligné et interrogé, plutôt que simplement reproduit. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Mais ce n'est pas tout. Il faut surtout s'arrêter sur la nature même de ce texte, car parfois, la manière dont une personne est présentée raconte presque autant de choses que les informations biographiques elles-mêmes. À première lecture, on comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un portrait strictement factuel. Le vocabulaire est particulièrement élogieux, empreinte indélébile, amour indéfectible de la nation, parcours exceptionnel, service remarquable. Bref, on n'est plus très loin de la remise officielle de la médaille du meilleur serviteur de la République, avec fanfare et tapis rouge. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout ce qui est écrit est faux. Certains éléments biographiques peuvent parfaitement être vérifiables. Le passage à l'ambassade de France, par exemple, relève d'un parcours professionnel que l'on peut documenter. Le problème est ailleurs. Il faut distinguer le fait de l'appréciation qui accompagne ce fait. Dire qu'un responsable a occupé un poste diplomatique est une information. Dire que cette expérience démontre automatiquement son amour exceptionnel de la nation est déjà une interprétation. Et c'est précisément cette frontière que le lecteur doit garder à l'esprit. Parce qu'un portrait peut informer, mais il peut aussi construire une image. Et lorsqu'il utilise essentiellement des superlatifs, il ne se contente plus de raconter une carrière. Il contribue à fabriquer un récit autour de cette carrière. La question devient donc légitime. Pourquoi ce récit apparaît-il précisément maintenant? Est-ce simplement parce qu'un observateur a voulu défendre quelqu'un qu'il estime injustement critiqué? C'est parfaitement possible. Est-ce une manière de rappeler les réalisations et le parcours d'un responsable au moment où certaines critiques se multiplient? C'est également envisageable. Ou alors pourrait-il s'agir d'une communication plus organisée, destinée à contrebalancer une image devenue plus fragile à la suite de certaines révélations ou controverses? Cette dernière hypothèse ne peut pas être présentée comme un fait sans preuve.
Mais elle peut être posée comme une question d'analyse. Et c'est là que le contexte devient essentiel. Car ce texte n'arrive pas dans un désert politique. Il apparaît dans une période où les équilibres au sommet de l'État font régulièrement l'objet de commentaires et d'analyses, notamment autour des relations entre différents pôles de la présidence. Plusieurs médias ont déjà rapporté ou analysé les tensions supposées entre le cabinet civil et le secrétariat général de la présidence. Dans ce contexte, lorsqu'un texte particulièrement favorable apparaît pour mettre en avant l'un des acteurs de cette architecture, il est difficile pour les observateurs de ne pas se demander s'il existe un rapport avec la bataille d'images qui peut accompagner ces rivalités. Mais là encore, prudence. Parce qu'au Cameroun, si deux événements se produisent le même jour, certains sont déjà capables de vous expliquer qu'ils ont été préparés 6 mois auparavant dans une réunion secrète à Etoudi. La coïncidence existe. Le hasard existe. Et surtout, l'absence de preuves ne doit pas être remplacée par l'imagination. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que le timing donne à ce portrait une dimension particulière. Dans une période de tension, une communication très élogieuse n'est jamais forcément reçue comme un simple exercice littéraire. Elle peut être perçue comme une défense, un repositionnement ou une volonté de rappeler certains états de service. Et parfois, le message politique ne se trouve pas dans la phrase elle-même. Il se trouve dans le moment où elle est prononcée. C'est un peu comme au football. Le geste peut être banal, mais si tu le fais à la 90e minute, tout le stade commence à chercher la stratégie derrière. Il faut également regarder le choix des mots. Lorsqu'un texte insiste davantage sur la loyauté, le patriotisme, l'expérience et les qualités personnelles que sur des résultats précis et mesurables, on se rapproche davantage du registre du panégyrique que de celui de l'enquête. Et ce n'est pas forcément un problème. Un hommage a parfaitement le droit d'être un hommage. Mais il ne faut pas ensuite le présenter comme s'il s'agissait d'une analyse totalement neutre. Un texte qui fait l'éloge de quelqu'un n'a pas besoin de se cacher derrière le costume du reportage. Il peut simplement dire « Nous apprécions cet homme et voici pourquoi ». Le lecteur saura alors comment le recevoir. C'est cette transparence qui est importante. Car dans un contexte de rivalité au sommet, la communication devient elle-même un terrain de pouvoir. On ne se contente plus de gérer les institutions, on gère aussi les perceptions. Qui apparaît comme compétent? Qui apparaît comme loyal? Qui apparaît comme expérimenté? Qui apparaît comme indispensable? Et surtout, qui veut être présenté comme indispensable au moment où les cartes du pouvoir sont en train d'être redistribuées? Voilà la vraie question. Et encore une fois, nous ne disons pas que ce texte constitue nécessairement une opération de communication organisée. Nous disons simplement que le contexte permet de poser la question. Parce qu'en politique, le timing peut parfois être aussi important que le contenu. Et dans une période où chaque déclaration, chaque nomination et chaque portrait peut être interprété comme un signal, la prudence consiste justement à ne pas tirer trop rapidement une conclusion. Il faut observer, comparer, vérifier, et surtout, attendre les éléments complémentaires. Car finalement, un texte élogieux peut être simplement un texte élogieux. Mais dans un palais où les équilibres sont sensibles, même un compliment peut finir par être analysé comme une déclaration politique. Voilà pourquoi ce portrait mérite d'être lu avec deux lunettes. Celle du lecteur qui regarde les faits et celle de l'analyste qui regarde le contexte. La première demande, qu'est-ce qui est vérifiable? La seconde demande, pourquoi ce message maintenant? Et entre les deux, il y a tout l'espace nécessaire pour éviter les conclusions hâtives. Parce que dans les affaires de pouvoir, ce qui est écrit en gros caractères attire les yeux. Mais très souvent, ce qui est vraiment intéressant se trouve dans les petites lignes. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il y a, dans l'histoire de la communication politique, un genre qui ne date absolument pas d'hier, le portrait providentiel. Celui qui apparaît précisément au moment où son sujet fait l'objet de critiques, comme si quelqu'un, quelque part, avait entendu les interrogations et s'était dit « Bon, maintenant, il faut rappeler au peuple que le monsieur est quand même formidable. » Et là, mes chers amis, la machine à compliments démarre. On rappelle le parcours. On rappelle les anciennes fonctions. On rappelle les qualités humaines. On parle de discrétion, de loyauté, de patriotisme, de compétence. Et parfois, si la plume est vraiment motivée, on arrive même à l'amour indéfectible de la nation. À ce niveau-là, ce n'est plus un portrait, c'est presque une cérémonie de décoration sans médaille. Évidemment, cette pratique n'est pas exclusivement camerounaise. Elle existe dans de nombreux systèmes politiques. Lorsqu'une personnalité importante traverse une période de critique, il n'est pas rare de voir apparaître des témoignages, des tribunes ou des portraits rappelant ses qualités et son parcours. Le problème n'est donc pas qu'un responsable soit défendu. Le problème est de savoir comment il est défendu. Parce qu'une controverse portant sur des faits précis appelle normalement des réponses précises.
Si on reproche quelque chose à un responsable, on peut répondre par des documents, des chiffres, des explications, des témoignages, des faits. Mais si, au lieu de répondre à la question, on nous dit simplement « Cet homme est un grand serviteur de l'État, un homme discret, loyal et exceptionnel », cela ne répond pas nécessairement à la question initiale. C'est comme si tu demandais « Où est passé l'argent ?» et qu'on te répondait « Mais est-ce que tu sais seulement que le monsieur t'aime beaucoup le pays ?» Très bien. Mais l'argent est toujours porté disparu. Voilà toute la différence entre défendre une réputation et répondre à une controverse. Et c'est là que le fameux portrait devient intéressant à analyser. Car l'accumulation de superlatifs peut parfois donner l'impression qu'on cherche moins à discuter des faits qu'à reconstruire une image. Le meilleur, l'exceptionnel, l'irréprochable, l'indéfectible, le patriote, le serviteur loyal. À force, on finit presque par se demander si le prochain paragraphe ne va pas annoncer qu'il a été élu meilleur fonctionnaire de l'univers, avec félicitations du jury. Mais encore une fois, soyons justes, un texte élogieux n'est pas une preuve de manipulation. Quelqu'un peut sincèrement admirer Samuel Mvondo Ayolo et décider de raconter son parcours sous un angle extrêmement favorable. C'est parfaitement possible. Un admirateur peut écrire un hommage. Un journaliste peut publier une tribune. Un proche peut vouloir défendre une réputation. Une personne convaincue du bilan d'un responsable peut tout simplement prendre la parole. Tout cela est légitime. Mais le lecteur doit savoir ce qu'il lit. Un hommage n'est pas une enquête. Une tribune n'est pas un audit. Un portrait laudatif n'est pas une décision de justice. Et un compliment, aussi magnifique soit-il, ne remplace jamais un document lorsqu'une question factuelle est posée. C'est ici que la communication politique devient intéressante. Parce qu'elle ne cherche pas toujours à convaincre avec des chiffres. Elle peut aussi chercher à provoquer une émotion. On veut que le lecteur ressente de la confiance, de l'admiration, du respect, de la sympathie. On lui raconte une carrière, des sacrifices, des responsabilités, des années de service. Et progressivement, le lecteur ne réfléchit plus seulement à ce que la personnalité aurait fait. Il commence à réfléchir à qui serait cette personne. Et c'est une mécanique extrêmement puissante. Parce qu'une bonne réputation peut parfois devenir un bouclier. Si quelqu'un est présenté pendant des années comme sérieux, loyal et compétent, les accusations qui apparaissent ensuite peuvent être reçues différemment. Certains diront « impossible, ce n'est pas son genre ». D'autres diront « attendez, il faut vérifier ». Et d'autres encore « moi je savais déjà qu'il était exceptionnel ». Voilà comment l'image peut influencer la perception des faits. Et c'est précisément pour cela que le public doit garder une petite distance. Ne jamais confondre la réputation d'une personne avec la véracité d'une information qui la concerne. Parce qu'un homme peut avoir une excellente carrière et être confronté à une controverse. Une personne peut avoir beaucoup servi l'État et devoir répondre à des questions. Et inversement, quelqu'un de très critiqué peut parfois avoir raison sur un dossier précis. La vérité n'a pas de carte de membre dans un fan club. Et c'est peut-être là la principale leçon de cette séquence. Dans un environnement politique où l'information officielle peut parfois arriver tardivement ou de manière limitée, les textes favorables et défavorables prennent rapidement une importance considérable. Un article critique circule. Un portrait élogieux répond. Un autre commentaire apparaît. Puis une nouvelle publication vient contredire la précédente. Et finalement, le citoyen se retrouve au milieu d'un match de ping-pong médiatique. À gauche, les accusations. À droite, les louanges. Au milieu, le Camerounais avec son téléphone, qui se demande simplement « donc finalement, qui dit vrai ?» C'est pour cela que le rôle du public est également essentiel. Il faut apprendre à lire les textes politiques avec plusieurs niveaux de lecture. Première question, quels sont les faits vérifiables? Deuxième question, quelles sont les opinions de l'auteur? Troisième question, quel est le contexte de publication? Et quatrième question, qu'est-ce que le texte cherche éventuellement à produire chez le lecteur? Une fois qu'on pose ces questions, on devient beaucoup plus difficile à manipuler, qu'il s'agisse d'un texte critique ou d'un texte extrêmement élogieux. Parce que le danger ne vient pas uniquement de la propagande négative. La propagande positive peut également influencer une perception. Et parfois, elle est même plus agréable à lire. On ne vous insulte pas. On ne vous menace pas. On vous raconte simplement combien votre personnage préféré est formidable. C'est beaucoup plus doux. Mais l'effet peut être tout aussi puissant. Voilà pourquoi il faut appliquer la même exigence aux deux camps. Si un texte accuse, on demande les preuves. Si un texte encense, on demande également les faits. Même règle pour tout le monde. Et c'est probablement la meilleure manière de garder une information saine dans un contexte politique aussi sensible. Conclusion.
Alors, que savons-nous réellement au terme de cette analyse? Nous savons que Samuel Mvondo Ayolo dirige le cabinet civil de la présidence depuis 2018, après une carrière diplomatique importante. Nous savons également qu'un texte particulièrement élogieux consacré à son parcours a récemment circulé, dans un contexte où des critiques et des interrogations existent par ailleurs autour de certains aspects du fonctionnement du sommet de l'État. Mais ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi exactement ce portrait a été publié à ce moment précis. Était-ce simplement un hommage sincère? Était-ce une initiative personnelle? Était-ce une manière de rappeler le parcours et les qualités d'un responsable? Ou existait-il derrière cette publication une volonté plus organisée de rééquilibrer son image? À ce stade, aucune de ces hypothèses ne peut être présentée comme certaine. Et c'est précisément ici que nous devons nous arrêter avant de tomber dans le piège du scénario facile. Parce qu'en politique, la tentation est grande de relier tous les points. Une critique ici, un portrait là, une nomination ailleurs, une déclaration demain. Et soudain, quelqu'un vous présente une grande carte avec des flèches rouges partout en vous disant « Voilà, tout était prévu depuis le début ». Peut-être. Mais peut-être pas. Et entre les deux, il y a une chose fondamentale, la preuve. C'est elle qui doit permettre de transformer une hypothèse en information solide. Car au fond, cette affaire nous enseigne quelque chose de beaucoup plus large sur notre manière de consommer l'information politique. Nous avons tendance à accorder énormément de crédit aux récits qui correspondent déjà à ce que nous pensons. Si nous apprécions une personnalité, nous sommes naturellement plus enclins à croire les textes qui la présentent sous un jour favorable. Si nous la critiquons, nous sommes parfois plus disposés à croire les informations négatives qui la concernent. Et là, le cerveau humain fait son petit travail tranquillement. Il sélectionne. Il confirme. Il partage. Et voilà comment chacun finit dans son propre univers médiatique. Un Camerounais regarde une vidéo et voit une preuve. Un autre regarde exactement la même vidéo et voit une manipulation. Et tous les deux jurent qu'ils ont raison. C'est pour cela que le rôle d'un média comme Camenews doit justement être de ralentir le réflexe. Pas seulement de dire « regardez cette information », mais aussi de demander « qu'est-ce que nous savons réellement? Qu'est-ce qui reste à démontrer? Quelle est la source? Quel est le contexte? Et surtout, est-ce que nous sommes en train d'informer le public ou simplement de lui demander de choisir un camp? Parce qu'entre informer et influencer, la frontière peut parfois être très fine. Et cette frontière devient encore plus importante lorsqu'on parle du sommet de l'État. Un texte élogieux peut être sincère. Une critique peut être sincère. Mais la sincérité de celui qui parle ne suffit pas toujours à établir la vérité de ce qu'il raconte. Voilà pourquoi nous devons rester vigilants. À Camenews, notre objectif n'est pas de fabriquer des héros ni des coupables. Notre objectif est de comprendre les faits, d'examiner les récits et de laisser les conclusions aux éléments vérifiables. Alors, comment recevez-vous ce genre de portrait publié en pleine période de controverse? Est-ce pour vous un hommage légitime à un haut responsable dont le parcours mérite d'être rappelé? Ou pensez-vous qu'un tel texte peut aussi fonctionner comme un outil de communication destiné à influencer la perception du public? Et surtout, lorsqu'un responsable est critiqué, préférez-vous une réponse sous forme de portrait élogieux ou une réponse directe, documentée et précise aux accusations? Dites-nous votre avis en commentaire. Et surtout, gardons le débat propre. On peut critiquer sans diffamer. On peut analyser sans accuser. On peut faire de la satire sans inventer. Et on peut poser les questions qui dérangent sans prétendre connaître les réponses lorsque les preuves ne sont pas encore là. Parce qu'au Cameroun, la politique nous donne déjà suffisamment de théâtre.